Bonjour à tous, bienvenue pour ce live en cette semaine de la santé mentale. On démarre aujourd'hui le premier live de tous ces lives de la semaine mentale. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Je vous rappelle donc que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et aujourd'hui, on démarre avec un premier live en cette semaine de la santé mentale. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que durant nos lives, il y a toujours deux parties. Une première partie où on pose des questions au psy et une seconde partie où vous pouvez poser vos questions sur le sujet du jour. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui c'est la dépression. Je vous rappelle, le sujet est toujours mentionné en haut, comprendre et accompagner une personne en dépression. Alors Mathieu, je t'ai bien vu, ne t'inquiète pas, je vais vous prendre en live dans une minute. Donc bienvenue à tous. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le petit widget questions qui est juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Toute question sur la dépression aujourd'hui est la bienvenue. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous le rappelle. Alors également, en cette semaine de la santé mentale, je vous rappelle qu'on a mis en place un dispositif. C'est une première consultation gratuite pour tous les psys qui ont décidé de participer à cette initiative. Le lien, je vous le passe en message privé si vous le souhaitez, mais il est aussi dans le lien en bio. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez profiter de cette première consultation gratuite, vous pouvez aller dans notre bio. Vous verrez qu'il y a, c'est le premier lien qui est là, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à suivre le guide. Alors aujourd'hui, on va voir pour comprendre et accompagner une personne en dépression. Pour cela, on accueille Mathieu Perret-Escan, Elisabeth Cario et aussi Bénédicte Sotti. Alors, on va se connecter tout de suite. Voilà. Bonjour Bénédicte, bonjour Elisabeth et bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Mathieu, voilà, c'est parfait. Il manquait plus que Mathieu et on était bon. Donc bonjour à tous. Si j'écorche mon nom de famille, j'en suis mais vraiment désolée. Mais de toute manière, on va faire un petit tour pour voir ensemble et rappeler qui vous êtes. Donc merci à tous de participer à cette initiative en cette semaine de la santé mentale sur psychologue.net. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce sujet, comprendre et accompagner une personne en dépression. Avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter et on va commencer au hasard par Bénédicte. Bonjour, donc je m'appelle Bénédicte Sotti, je suis thérapeute psychocorporelle. Donc on entend plusieurs choses là, thérapeute, je soigne avec une thérapie, psycho, je soigne le psychisme, tous ces mécanismes conscients et inconscients qui sont liés à notre réflexion et à nos émotions. Et puis corporelle, c'est-à-dire que je le fais en lien avec le corps parce que pour moi c'est un tout. On ne peut pas séparer la tête du corps. Et pour ça, je m'appuie sur une méthode qui est une méthode qu'on appelle la médiation corporelle, qui passe par le corps, et plutôt plus particulièrement les 5 sens. C'est la méthode Vitose. Voilà, qui a ce gros avantage de pouvoir redonner une unité à la personne et à comprendre ce qui se passe dans son psychisme, mais en renarcissisant, en repassant d'abord par son moi intérieur, en le consolidant. On va travailler en fait renforcer la capacité de résilience par la sensorialité et on va travailler également la capacité cognitive. Voilà, ça nous rééquilibre et puis ça nous permet de comprendre comment on fonctionne et surtout de le vivre et donc d'évacuer ces tensions qu'on peut avoir. Voilà. D'accord, merci beaucoup Bénédicte pour cette présentation. Elisabeth? Oui, bonjour à tous. Mon nom est Elisabeth Cario, donc je suis psychopraticienne et hypnothérapeute. Donc je suis surtout spécialisée en psychologie existentielle et transpersonnelle, c'est-à-dire tous les systèmes de croyances. J'accompagne les gens qui sont un peu en quête de sens, qui cherchent à donner du sens à leur vie. Et là, je finis un doctorat en psychologie somatique, un peu comme Bénédicte. Je crois beaucoup en lien entre le corps et l'esprit, et bien sûr, beaucoup de choses qui se passent comme des équilibres sur le plan de la psyché peut se répercuter sur le niveau corporel. Donc, c'est vrai que là, je travaille beaucoup sur cette liaison entre le corps et l'esprit. D'accord, super. Merci Elisabeth. Et on va finir par Mathieu.
Bonjour à tous, je suis content d'être là, un peu stressé aussi, comme le soir. Mais ouais, psychopraticien et coach, passionné de psychothérapie et de développement personnel. Et on va dire que j'ai une approche globale qui combine plusieurs méthodes. Donc en 4 processus, donc libération et gestion des émotions, notamment en comprenant mieux son problème. Apprentissage du lâcher prise, connaissance de soi avec le travail des valeurs, mission de vie et personnalité. Et développement personnel, si besoin, c'est-à-dire aller vers ce qui nous correspond une fois qu'on se connaît mieux. Donc, je peux accompagner des gens à atteindre un objectif qui leur correspond, peu importe le domaine. Super. Merci, merci beaucoup Mathieu. Merci à tous pour ces présentations. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est là pour parler de dépression, comprendre et accompagner une personne en dépression. Ça nous a paru important en cette semaine de la santé mentale, puisque la dépression, ça reste un mot qui touche pas mal de personnes en France. Alors, on va commencer. Donc, nos psys vont répondre tour à tour à des questions. Vous l'aurez compris. On va commencer par Bénédicte. Quels sont les signes d'une dépression? Alors, les signes d'une dépression, il y en a 3 majeurs. On va dire qu'on retrouve quasi systématiquement parce qu'il y a beaucoup de formes de dépression différentes, je crois, qui vont être exprimées après. Mais il y a 3 signes principaux. Et ensuite, je vais vous proposer les autres signes qui existent aussi, mais qui sont, selon les dépressions, pas toujours là. Les 3 signes majeurs, ça va être une tristesse envahissante. C'est une tristesse à laquelle on ne peut pas passer à côté de ça quand on est dans l'entourage. Et cette tristesse, il faut bien comprendre que c'est une vraie douleur, mais morale. Hein. C'est-à-dire que, c'est la personne en souffre de cette tristesse à un point, on ne peut pas forcément imaginer, nous, quand on est bien portant. Donc, c'est à prendre au sérieux. Il y a le deuxième signe qui est là, un signe pareil constant, c'est le repli sur soi. La personne va s'isoler, va se dévaloriser, va faire preuve de pessimisme. Derrière ça, il y a de l'anxiété. Ça c'est aussi un trait qu'on retrouve dans toutes les dépressions. Et la troisième caractéristique, c'est la perte d'envie, la perte de la capacité à éprouver du plaisir, la perte d'intérêt. Ce qu'on appelle l'anédonie. Et ça, c'est quelque chose aussi à prendre au sérieux. C'est pas un manque de volonté. C'est vraiment, je tiens à le dire on verra plus tard, mais c'est quelque chose qui est lié. Hein. Il y a, on l'observe au niveau neurologique, des modifications du cerveau qui font qu'on se retrouve avec ces symptômes-là. Ensuite, dans les autres symptômes qui vont être variables selon les personnes et les types de dépression, il y a l'idée de mort récurrente. Ça, c'est chez 80% des personnes en dépression. Elles vont parler de la mort, elles vont s'inquiéter, etc. Elles vont changer d'humeur fréquemment et de façon rapide. Elles vont avoir des troubles cognitifs, ça veut dire une difficulté à penser, à se concentrer, à juger, à analyser. Et là aussi, c'est parce que derrière, neurologiquement, il se passe des choses. Alors, c'est réversible, d'accord? Quand on guérit de la dépression, c'est important aussi à dire. Après, il y a les activités psychomotrices qui vont être ralenties, des activités qu'on fait au quotidien. Mais pour une personne en dépression, ça va lui demander un effort énorme, supplémentaire. Et ce n'est pas un manque de volonté, je le répète. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau corporel? Donc, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce n'est pas mental uniquement. Le mot maladie mentale, c'est plus exact. Hein, c'est une maladie globale. Dans le corps, on va retrouver une grande fatigue, donc physique, mais aussi mentale et émotionnelle. On va retrouver parfois des troubles du sommeil. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver plus ou moins. Des troubles du sommeil comme l'endormissement, comme le réveil nocturne avec des cauchemars, sans cauchemars, comme l'insomnie ou au contraire l'hypersomnie. On va retrouver des changements d'appétit avec donc des troubles effectivement au niveau digestif qui peuvent se lier. Donc des troubles d'appétit, ça c'est un signe visuel pour l'entourage. C'est-à-dire que soit il y a une perte de poids, soit il y a un gain de poids. Hein, la boulimie, l'anorexie sont des signes de dépression. On va trouver des troubles de la sexualité, une baisse de l'envie, une impuissance, des choses comme ça. On peut retrouver des troubles cardiovasculaires qui sont signes de dépression, des palpitations ou de l'hypotension. Et puis, dans la consommation d'alcool, de drogue, ça va être des consommations qui vont augmenter. Hein, voilà. Et il y a une chose aussi auquel on ne pense pas, c'est l'hyperactivité, parfois masque une dépression. Voilà. Donc, tout ça sont des signes. Donc, il y en a une grande quantité qui sont des signes corporels, physiques, pour bien montrer que ce n'est pas seulement dans la tête que ça ne va pas, c'est global.
D'accord. Voilà. Donc, c'est une maladie complexe. Hein. C'est la maladie du manque, en fait, de la perte. Voilà. D'accord. Merci Bénédicte pour cette réponse très complète. Elisabeth, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de dépression? Oui, je peux essayer de vous le dire. Je les ai classés parce qu'il y a de nombreux types de dépression, en fait, et de nombreuses causes de dépression. On n'a jamais une cause unique dans la dépression. Il peut y avoir un faisceau de causes qui va entraîner une dépression. Donc, et en plus, ça peut s'adresser à tous les âges, à toutes les personnes. Il n'y a pas, personne n'est protégé, n'est à l'abri d'avoir une dépression à un moment donné suite à une circonstance de la vie. Ça, ceci étant dit, il y a vraiment, moi j'ai reclassé un peu les types de dépression en trois différentes catégories. D'abord les antécédents familiaux, les antécédents génétiques. Il faut voir, il faut demander à la personne, lorsqu'on la rencontre, s'il y a eu déjà des antécédents dans sa famille. Cela pourrait expliquer qu'il y a une transmission du gène. Attention, qui n'est pas prouvé du tout. Hein. Donc actuellement, on essaie de faire des recherches pour savoir s'il y a un gène de la dépression et qui pourrait l'expliquer, puisqu'on s'est aperçu, les recherches se sont aperçues qu'il y avait tout de même 40% de personnes qui souffraient de dépression, qui avaient déjà un antécédent familial dans la famille. C'est une recherche qui a été faite aux États-Unis. Donc, il faudrait déjà éliminer cette cause et demander à la personne si dans sa famille, il y a déjà eu une tendance dépressive à un moment donné. D'accord. Deuxième cause, le cerveau et le corps. Il peut y avoir un déséquilibre chimique dans le cerveau. Vous savez, c'est tout un équilibre très, très subtil dans le cerveau, dopamine, etc. Il faut savoir si quelque chose a pu créer ce déséquilibre chimique dans le cerveau à un moment donné. La santé physique également. On peut avoir une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est la douleur, un problème thyroïdien qui peut entraîner à un moment donné un effet dépressif, qui peut entraîner encore une fois un déséquilibre chimique dans le corps et à un moment donné donner lieu à une dépression. Pas forcément automatique, mais les douleurs chroniques aussi. On s'est aperçu qu'avoir des douleurs chroniques, à un moment donné, ça devient insupportable. Des douleurs physiques chroniques peuvent devenir insupportables et donner lieu à un moment donné à une dépression. Donc c'est vrai qu'il y a cet équilibre esprit-corps, comme dit Mélinite, à voir. On s'est interrogé aussi au fait que plus de femmes que d'hommes sont atteintes de dépression. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas une hormone féminine de la dépression qui pourrait expliquer ce phénomène dépressif. Pourquoi? Par exemple, parce qu'après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui sont dépressives, hein, dépression postpartum, hein, c'est un phénomène qui a été longtemps observé, et qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont malheureusement soumises à la dépression, plus que comme on a pu le constater, quoi. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, cerveau et corps. Et la troisième catégorie, c'est le mode de vie. Alors là, vous pouvez avoir un certain nombre de causes très diverses et variées. On peut avoir un manque de lumière, une perturbation due au manque de lumière et au biorhythme, un non-respect des biorhythmes. J'ai vu des personnes tomber en dépression, des infirmières de nuit, parce qu'elles ne voyaient pas assez la lumière du jour. Donc dans certains pays, effectivement, le manque de lumière, le manque de respect de son propre biorhythme peut entraîner une dépression. Donc attention au rythme de vie équilibré et s'en apercevoir. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner aussi une dépression, hein, ceci étant lié. Qu'est-ce que le stress, bien sûr. À un moment donné, des problèmes avec son travail, être débordé, ne plus voir comment s'en sortir peut entraîner une dépression. Le deuil qui peut être aussi entraîner une dépression. Et vous voyez, tout dépend de la personnalité. C'est pour ça qu'on parle de faisceau de réseau. Il y a un ensemble de causes qui peuvent expliquer la dépression et pas seulement une cause, hein, parce que ça peut aussi dépendre de la personnalité. Qu'est-ce que j'ai noté depuis la prise de drogue, bien sûr, voire de médicaments. Si vous vous sentez dépressif et que vous êtes vous prenez un médicament quelconque pour soigner une maladie, il peut avoir des effets secondaires au niveau de ce médicament. Donc, consultez votre médecin pour qu'il vous explique véritablement s'il n'est pas possible, comme effet secondaire de ce type de médicament, d'avoir une dépression. Donc, vous voyez un ensemble de causes qui peuvent expliquer les différents types de dépression. Elles ne sont pas toutes les mêmes.
D'accord, merci Elisabeth. Mathieu, j'ai malheureusement l'impression que Elisabeth a un peu dérapé sur ta question. Laisse-moi dire si je me trompe, puisque ta question était pourquoi développe-t-on une dépression et quelles sont les causes? Oui, alors à la base, c'est vrai qu'il y a un conditionnement négatif, pessimiste et fataliste. J'aime bien l'image, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impuissance apprise. C'est-à-dire que si on attache un bébé éléphant une cordelette, un petit panneau en bois, sur le moment, il n'est pas capable de s'enfuir. Et en grandissant, il en est capable, donc il a les ressources, mais il a appris qu'il ne pouvait pas. Donc c'est surtout un apprentissage vraiment négatif, pessimiste et fataliste. Une impuissance, en fait, qui va arriver, qui va créer ça. Effectivement, il y a plusieurs types de dépression. L'idée aussi que, bien sûr, il y a des croyances sous-tendues que l'enfant aura entendues, bien sûr, par rapport à ses parents, ou un professeur, par exemple, je mets cet exemple, tu es nul, tu n'arriveras à rien. Donc là, oui, l'enfant qui n'a pas la capacité de recul, il va prendre ça pour lui, il va l'intégrer pour lui, donc une croyance négative qu'il va intégrer pour lui, et cette idée, il n'y a rien à faire, du coup, je suis nul, il n'y a rien à faire. Voilà, et il y a des études aussi qui ont montré avec des rats que si un rat on donnait un choc à un rat, donc une souffrance à un rat qui pouvait s'enfuir, tout allait bien. Et on peut faire le parallèle avec l'homme, c'est que justement nous on est parfois bloqué, par exemple dans un travail, le travail qui ne nous correspond pas ou qui nous fait souffrir, mais on est bloqué parce que voilà c'est alimentaire, il faut vivre machin. Là aussi incapacité, impuissance, et ça on retrouve souvent dans la dépression. Alors oui, je ne vais pas revenir du coup sur les causes biologiques. Peut-être je pourrais rajouter qu'effectivement, oui, les parents qui ont une dépression, si l'enfant a une dépression petit aussi, ou un trouble anxieux, parce qu'effectivement c'est lié, l'angoisse et la dépression peuvent se lier, c'est-à-dire plus on a d'angoisse, et là je vais plutôt aller sur les facteurs maintenant qui maintiennent et aggravent la dépression, c'est surtout ça qui est intéressant en thérapie, parce qu'on peut agir directement dessus. Donc il y a l'évitement, donc on est angoissé, on va éviter plein de situations, donc on va avoir encore plus peur de ces situations, donc ça crée un cercle vicieux. On a de plus en plus peur parce qu'on évite, etc. Et comme on évite de plus en plus, il va y avoir cette incapacité, cette impuissance, et donc ce repli sur soi, donc cet isolement. Et ça aussi, l'isolement, c'est vraiment une cause de la dépression. Voilà, on a vu la perte, c'est vrai, en psychanalyse, on parle aussi de perte, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est réactivé dans le présent, qui peut-être on pouvait analyser justement dans le passé. Il y a aussi, surtout, moi, ce qui me paraît très important, que je travaille beaucoup en séance, c'est alors soit un contrôle trop important des émotions, c'est-à-dire que la personne elle va tellement refouler ses émotions qu'elle ne peut pas s'en libérer, donc ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de tension dans le corps. Donc effectivement, je rejoins que la dépression, on peut vraiment travailler sur les émotions, sur la libération émotionnelle, mais il y en a aussi, effectivement, dans la dépression, il y a plein de types, il y en a aussi ce qu'on appellerait plutôt la dépression limite, qui, eux, oui, ne gèrent pas les émotions, mais par contre, elles sortent violemment. Et par contre, dans la dépression limite, il y a l'idée surtout de perte de sens. Voilà, ma vie n'a pas de sens, ou alors je n'ai pas de rôle important, voilà, je ne trouve pas ma place. Et peut-être aussi parce qu'il y a un manque de connaissance de soi. Ce qu'on voit par exemple dans la dépendance affective, la personne a tellement priorisé l'autre qu'elle s'oublie et qu'effectivement il y a tellement de tension et elle ne s'écoute pas en fait, elle ne connaît pas ses besoins. Et elle ne connaît pas non plus ses valeurs, donc elle ne sait pas où aller dans sa vie. Donc ça aussi, ça peut créer une dépression. Le fait de ne pas savoir quoi faire de sa vie, c'est terrible. L'homme, il a besoin de trouver du sens dans sa vie. Donc s'il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, et en plus qui lui fait souffrir, et du coup, comme on a vu, s'il est bloqué, de toute façon, il ne sait pas quoi faire, c'est vraiment doublement souffrant. Ça fait souffrir doublement. De quoi je pourrais parler d'autres importants? Des bénéfices secondaires peut-être, parce que ça aussi c'est important, qui peuvent générer ça, c'est qu'en fait, il y a toujours un bénéfice à un trouble psychologique. Par exemple, dans la dépression, ce qui est flagrant, c'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir une victimisation, comme il peut y avoir une culpabilisation aussi d'ailleurs, mais une culpabilisation, la personne elle va avoir toute la responsabilité derrière elle, dans la dépendance affective, alors que la victimisation, oui, la personne, en fait, elle va utiliser ça comme un rôle, je souffre. Donc en fait, ça va lui amener du soutien des autres, de la part des autres. Donc, quelque part, ça va l'aider, c'est ça le bénéfice, avoir le soutien des autres, et quelque part, on se crée un rôle de souffrant. Vous voyez, quelqu'un qui souffre, ça nous crée un rôle, donc
ça crée du sens dans la vie finalement. Ça nous crée un rôle. Et aussi, justement, si on ne supporte pas son métier, on va s'arrêter. Donc la maladie nous permet de nous arrêter et d'avoir des arrêts maladie finalement, parce qu'en fait, on veut partir, on ne supporte plus notre situation. Mais donc le psychisme nous trouve ça comme solution. Allez, on va être malade, on va avoir cette dépression, comme ça on se fait arrêter. Et on souffre plus. Mais du coup, c'est le cercle vicieux parce qu'on évite de plus en plus et on souffre de plus en plus et on s'isole de plus en plus. Finalement, cette dépression, elle va permettre d'être plus en lien avec qui on est, c'est ça? Oui, voilà, oui, j'ai réfléchi à ça aussi justement avant. La dépression, elle a ce côté positif parce qu'avec l'âge aussi, voilà, il peut y avoir la crise de milieu de vie. Tiens, je commence à vieillir, ça aussi, ça peut amener une dépression parce que du coup, on se dit, si je fais le bilan de ce qui s'est passé avant, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Toutes ces questions, ça peut vraiment être déprimant, mais dans une cause positive, de se remettre en question et de se régulier dans la voie qui nous correspond vraiment. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans, dans la dépression. Mais il faut peut-être se faire suivre pour comprendre tout ça et ces côtés positifs. Bien sûr. Merci Mathieu d'avoir su rebondir, c'était pas évident. Bénédicte, comment on peut accompagner une personne en dépression? Alors, oui, super important, c'est pas facile. Et je voyais dans les commentaires que comment ne pas se laisser affecter, c'est clair que voilà, c'est très lourd pour l'entourage. Alors, il y a deux choses à retenir, c'est la bienveillance et stimuler la personne dans ses sens, justement, dans sa capacité de résilience. Je vais vous donner des exemples, je vais développer. La bienveillance, ça va se retrouver dans essayer de la comprendre, ne pas la juger. C'est ça, c'est le pire. C'est oh là là, elle a envie de rien faire, ça y est, voilà. Compatir dans notre mesure du possible, hein, parce que ça nous renvoie à des tas de choses à nous aussi. Hein. Expliquer aux proches que c'est une maladie, que voilà, et qu'il faut se soigner. Hein. Et puis être présent, mais avec discrétion. Il ne faut pas envahir. La personne veut s'isoler, hein, donc c'est difficile. Il faut trouver cette bonne distance pour lui dire tu comptes pour moi. On reste en lien. Le lien humain, on sait que c'est un facteur de résilience également. Voilà, écouter cette personne si elle a une plainte. Parfois, c'est difficile parce que la plainte tourne en rond et là, il faut vraiment consulter un psychothérapeute pour se faire aider sur cette plainte, justement. De toute façon, dans tous les cas, il faut consulter. Et puis, l'aider justement à aller voir quelqu'un. Une dépression qui est prise à temps va être une dépression qui sera guérie mieux et plus vite et avec moins de rechutes. Donc, c'est important de faire comprendre ça à la personne, de l'encourager, de la soutenir et de l'encourager à une thérapie voilà, qui va être globale, hein, psychocorporelle, qui va prendre, alors comme le Vitose ou comme d'autres, hein, on a vu qu'il y en avait, consoler. Hein, la tristesse, c'est quoi le besoin derrière une tristesse? C'est d'être consolé. Alors consoler, on peut le faire par l'enveloppement. Hein. Les mots, on a un nombre de mots limité. Comment on enveloppe quelqu'un? On lui met la main sur l'épaule, on la prend dans ses bras. Pas besoin de mots forcément. Ça va être du toucher. Donc on passe par le corps. Ça va être de lui poser un châle pour la réchauffer. Ça va être selon sa relation, lui prendre la main, la caresser. Les personnes âgées, elles ont énormément besoin d'être touchées, hein, parce que la dépression touche de nombreuses personnes âgées et elle est masquée souvent. On prend ça pour de la vieillesse, non? Ouais. D'accord? Donc, de toucher les petits massages, hein, ou carrément aller se faire masser. Ça, c'est vraiment redévelopper le sens du toucher. Encore une fois, c'est reconsolider ce narcissisme primaire qui est dégradé. C'est ce que le bébé a vécu in utero, il a été dans le ventre de sa maman, il a été coucouné. Ben on essaye dans la mesure du possible, hein, et de notre degré de relation avec la personne, apporter du réconfort par des sensations. Donc ça va être des sensations sonores aussi, une musique qui est plaisante pour la personne en dépression. Ça va être aller dans la nature, c'est un formidable lieu de ressourcement, c'est le premier en fait. Et si la personne ne veut pas sortir, ce qui va être le cas souvent, eh bien, c'est regarder par la fenêtre, regarder la nature, l'apprécier, voir les fleurs, les oiseaux, les arbres. C'est vraiment du simple et pas trop exigeant physiquement parce que la personne, je vous rappelle, elle n'a pas forcément cette possibilité de bouger beaucoup, de contempler des œuvres d'art, de regarder des reportages sur la nature, des albums de photos. Alors, il faut savoir que la personne a perdu sa capacité de s'émerveiller, elle a perdu sa capacité de savoir ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon. Donc les albums de photos, c'est pas, il ne faut pas insister en disant tu te souviens comme c'était sympa. Ben non, elle ne va pas se souvenir forcément de tu te souviens comme c'était sympa, mais
de lui montrer que voilà, tout ce qu'elle a vécu, le lien qu'elle a eu, ça va lui faire du bien. Les lampes de luminothérapie, c'est très bien. Il ne faut pas se tromper dans le choix. Il faut se renseigner un petit peu, pas prendre n'importe quoi. Mais hein, je crois que c'est Mathieu qui précisait, ou je crois, ou peut-être me trompe, mais qu'on a besoin de lumière et le manque de lumière peut créer vraiment ça. Donc c'est souvent la dépression, on en parle, qui est saisonnière, celle qui arrive avec l'automne, là, qui va commencer, les jours qui réduisent. Donc la lampe de luminothérapie, c'est super, mais pas que. Mettre des couleurs. L'entourage s'habiller de choses colorées, voilà, essayer de susciter un peu de relief, de remettre du mouvement également chez cette personne qui ne bouge plus, qui est vraiment complètement parfois paralysée dans cette maladie. Le mouvement, c'est très léger, hein, si on peut la faire marcher quelques pas, la faire un peu danser, voilà, au début, c'est vraiment quelque chose de très lent et il faut une patience, beaucoup de patience. Le goût, hein, je continue sur l'essence, c'est voilà, lui faire goûter bien sûr un tout petit morceau et pas la forcer à manger parce qu'à chaque fois qu'on pousse quelqu'un dans quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on fait? On le culpabilise, on lui fait sentir la honte et en fait, on l'enfonce, d'accord? Donc vraiment penser bienveillance, compatir, comprendre, voilà, donc avec des bonnes petites choses. Il faut être très patient, du coup, j'imagine. Faut, voilà, comme tu dis, il faut être dans la Voilà, bienveillance, mais il faut être très patient finalement. c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment un tout petit pas à la fois. Voilà. Mais plus c'est pris tôt, mieux c'est. On peut également, avec l'humour, mais c'est pareil, l'humour au début, la personne n'a plus cette capacité de savoir ce qui est bon et mauvais. Elle va pas trouver ça drôle. Et vous allez être désespéré en disant oh là là. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, ça vient, tout ce qu'on va proposer va être rejeté. Donc, c'est bon de le savoir, c'est qu'on propose des petites choses. Parce que sinon, c'est refusé et en plus, vous enfoncez la personne. Ça, c'est super important. Et alors, j'allais dire, il faut aussi dire ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il ne faut pas justement dire minimiser. Ça va aller. Non, c'est une maladie complexe. Il faut vraiment la prendre en charge. Et il y a besoin des deux, de l'accompagnement médicamenteux et de l'accompagnement psychothérapeutique. C'est vraiment important dans une vraie dépression. Maintenant, les médicaments vraiment sont dosés, sont au cas par cas. Il y a un suivi, les médecins sont très bien formés. Donc, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, clairement. Il faut un accompagnement aussi psychothérapeutique. Juger la personne, qu'est-ce qu'elle est nulle? Non, en fait, elle est malade. Voilà. Donc, elle n'est pas nulle, elle est malade et ça peut nous arriver à tous. On a vu que les causes étaient vraiment très variées. Donc, on n'est pas à l'abri. Pousser à agir. Mais allez, bouge-toi. Ça, c'est terrible. C'est terrible pour la personne en dépression. Elle se sent nulle. Et en fait, on l'enfonce. Et c'est pour ça qu'elle veut voir personne. Parce que, entre guillemets, personne ne la comprend. Je crois, Bénédicte, que c'est une des raisons, enfin, une des phrases qu'on dit le plus souvent à une personne en dépression et malheureusement qui est très gauche. Bouge-toi, sors du lit, il y a pire que ça. Et cette phrase est beaucoup revenue. On a fait des vidéos là-dessus et c'est une phrase qui est très revenue et qui est très assassine pour les personnes en dépression. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rester patient, être présent. Et quand c'est difficile, se faire aider soi-même. Quand on vit avec une personne en dépression, il faut aller consulter soi-même, se faire aider et faire ce qui est bon pour soi. Toujours dans le sensoriel, se faire un gâteau, écouter de la musique, voir un film qu'on aime bien, aller dans la nature. Tous les conseils qu'on donne pour le dépressif, il faut les appliquer aussi à soi parce que l'accompagnant en a terriblement besoin. Et parfois, il faut prendre de la distance et dire « je suis là ». Je te dis que je suis là, on est toujours en lien, mais j'ai besoin moi aussi de prendre ma distance et d'être plus disponible du coup pour soi, pour l'autre, quand on a pris la bonne distance. Donc un tout petit pas à la fois et beaucoup de patience. Merci Bénédicte pour ces conseils. Je suis sûre qu'ils vont être très utiles. Ça avait été très demandé, ces conseils-là. Elisabeth, il y a cette question aussi, elle a été très posée. C'est pour ça aussi que ça nous tient à cœur de te la poser. Pourquoi certaines personnes en dépression, elles envisagent le suicide? Le suicide, c'est un peu un mot tabou et c'est important qu'on en parle. Comment accompagner un proche qui veut se suicider? Effectivement, c'est difficile. Certaines personnes envisagent le suicide parce qu'elles ne voient plus la porte de sortie. Elles ne voient plus.
Vous êtes devant un mur. Comme je vous le disais, il y avait une accumulation de choses qui vous est arrivées dans la vie. Sur certains événements, vous avez prise, sur d'autres, non. Un deuil, etc., un choc profond. Et à un moment donné, la personne n'a plus les ressources pour continuer. Elle est fatiguée, elle dépose les armes, comme on dit, elle veut plus bouger. Donc encore une fois, ça peut être, comment dire, amplifié par un phénomène de solitude. La personne n'a personne à qui parler, vers qui se tourner. Donc c'est pour ça que certains envisagent le suicide, parce qu'elles ne voient pas d'autres solutions, tout simplement. On peut, personne à qui parler, personne pour échanger, personne pour crier sa souffrance, parce que c'est une véritable souffrance. Hein. La difficulté à entretenir des relations, l'isolement social, et surtout la perte de sens. On a beaucoup travaillé sur ce phénomène de quête de sens. Quel est le sens de votre vie? Quel est le sens de la vie? Et parfois on le perd, et on le voit par exemple chez les adolescents. À un moment donné, dans tout ce processus alchimique qu'est l'adolescence, à un moment donné, ouais, mais à quoi ça sert tout ça, quoi, hein, et ils ne voient plus comment ils peuvent s'en sortir. Hein. Donc l'isolement social, le manque encore une fois, d'accès aux soins, de personnes à qui parler, peut avoir un effet qui peut conduire la personne à avoir des idées suicidaires. C'est vraiment important. Ce que j'ai vu aussi, c'était un traumatisme qui peut ressortir. Vous avez un traumatisme dans votre jeunesse, viol, etc., quelque chose d'assez fort, et la mémoire a oublié, a enterré ça, a vraiment enterré ça. Et à un moment donné dans votre vie, quelque chose le fait ressortir. Mais vous savez pas, vous avez du mal à savoir d'où ça vient, quoi. Et là, j'ai vu des personnes qui étaient poussées en disant non, mais je suis trop mal, ça va pas. Et cette chose, ce viol qui m'est arrivé dans ma jeunesse, c'est parce que j'ai pas de valeur, donc je vais me supprimer. Donc vous voyez, c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, la personne est fragile. La personne est en position de fragilité. Elle n'est pas fragile, elle est en position de fragilité et elle ne voit pas la sortie. Donc le suicide semble un peu naturel. Que faire? L'écoute, l'isolement social, c'est terrible, l'isolement social. Là où on a été confronté avec le confinement, là, où les gens restent chez eux, ils ne se parlent plus, on ne parle plus aux personnes âgées, on parle plus. C'est terrible ça, hein, je veux dire. Et ça peut vous pousser à des idées suicidaires à un moment donné. Hein. Donc il faut parler, il faut écouter, il ne faut surtout pas perdre son calme et avoir une réaction trop émotionnelle. Il faut que la personne puisse s'ancrer à quelqu'un, à quelque chose, à quelqu'un. Il faut qu'elle trouve un point de repère dans cette quête de sens ou voir cette quête d'identité. On a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de suicides, par exemple, dans les communautés qui sont marginalisées. Que ce soit transgenre, etc., que ce soit toutes ces communautés marginalisées, à un moment donné, ont encore une fois un problème de place, que ce soit une place sociale ou une identité. Leur identité est remise en cause. Donc des micro-agressions tous les jours peuvent entraîner une personne à avoir des comportements suicidaires. Hein. Ça peut être très insidieux. Hein. Donc ça peut saper le moral. Alors comment faire si on est face à une personne? Je vous dis, gardez votre calme, lui parler. Il y a aussi des sites, hein, le 3114, hein, n'hésitez pas à appeler, hein, ils sont très très bons. Hein, donc ils sont vraiment très très bons pour avoir une écoute. Si la personne ne peut pas appeler, appelez-les. Il y a plein d'associations aussi, SOS Amitié, etc., qui permet à la personne de se reconnecter avec d'autres êtres humains pour pouvoir échanger, pour pouvoir dire qu'ils souffrent, qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est surtout ça, je pense. C'est surtout à rétablir cette relation sociale et à rétablir cette écoute qu'ils ont perdue, quoi. Ouais. Merci. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Elisabeth, pour ces conseils pour accompagner un proche? Je pensais très concrètement enlever tout ce qui pourrait être dangereux dans la maison. C'est bête à dire, mais j'avais un ex-mari qui a adoré les armes. Alors, il y avait plein d'armes à la maison. Éviter ce genre d'engin de traîne, hein, éviter tout ce qui pourrait susciter un passage à l'acte et demander à vous faire aider par des personnes qui sont compétentes et qui écoutent. L'écoute. Hein.
D'accord. Merci beaucoup Elisabeth pour ces conseils. Mathieu, qui on peut consulter si on pense être en dépression? Parce que parfois, bah, on sent qu'on ne va pas bien, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Oui, juste je reviens sur un truc. Oui, c'est vrai que la dépression, c'est une souffrance intérieure, donc subjective en fait. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Donc effectivement, ça se trouve autour de la personne, tout va bien, mais effectivement, elle ne va pas bien du tout. Peut-être qu'elle se cache, donc elle a honte de ça. Mais non, c'est tout à fait normal, puisque la souffrance, elle est avant tout subjective. C'est avant tout une souffrance intérieure. Donc ça, c'est comme ça. La souffrance, elle est toujours intérieure et subjective. Donc c'est pas parce que tout va bien autour de nous qu'on n'est pas en souffrance. Déjà, je voulais insister là-dessus. Et sur le fait aussi que c'est une rigidité. Il y a énormément de rigidité, voire de résistance dans la dépression. La personne, voilà, elle a un fonctionnement cognitif très rigide. Voilà, je voulais insister là-dessus. Et alors quoi faire si on pense être en dépression? Alors l'analyse que j'ai eue, c'est que pour moi, il y a deux curseurs importants déjà. Il pourrait y avoir la chronicité, c'est-à-dire est-ce que je suis déprimé tout le temps, toute la journée? Dans ce cas-là, oui, ça serait bien de consulter quelqu'un. Est-ce que ça dure longtemps? Parce qu'effectivement, si ça fait que 1 ou 2 jours que je suis en dépression, bon, ça a moins de force que si ça fait 1 an que je me traîne des dépressions par-ci, par-là, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez? Mais surtout, voilà, pour moi, le curseur le plus important, c'est vraiment ce que je disais avant, la souffrance, en fait. La souffrance intérieure, c'est vraiment ça qui va faire que ça va être efficace et important d'aller voir quelqu'un. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a 3 degrés en fait d'intensité de souffrance. Donc il y a les dépressions légères, on va dire. Donc là, une psychothérapie profonde quand même peut suffire, peu importe la psychothérapie d'ailleurs, je dirais. Ensuite, modérée, donc là la souffrance est plus forte, donc à voir si la personne veut un traitement médicamenteux, mais moi je c'est pas forcément obligé, mais c'est la personne qui va voir si elle veut ou pas déjà, parce que des fois elle ne veut pas. Et là, pareil, psychothérapie profonde, donc peut-être. Donc une analyse, ça peut être bien parce qu'effectivement, il y a l'idée qu'il y a un choc qui se revit quand même. Dans beaucoup de troubles psychologiques, il y a l'idée du traumatisme, voilà, qui se répercute dans la vie maintenant, dans l'ici et maintenant, en fait, de manière symbolique. Donc la thérapie analytique peut être bien parce qu'elle est profonde, mais elle sera plus longue effectivement, mais ça peut être bien pour le dépressif. Et la relation va beaucoup aider aussi thérapeutique, peut-être à résoudre des choses au niveau relationnel, notamment par rapport aux parents. Voilà, travailler sur les émotions aussi, bien sûr, libérer des émotions, voilà, par rapport à soi, par rapport à d'autres qu'on n'aurait pas pu dire. Et l'idée de la thérapie cognitive aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rigidité. Donc, vu que moi j'ai une approche globale, pour moi, il faut travailler sur tout, sur effectivement la quête de sens, qui je suis, où je veux aller, ça c'est très important pour avoir un rôle et du sens. Travailler sur les émotions, parce qu'effectivement, le dépressif, pour moi, il ne gère pas ses émotions, il ne sait pas gérer ses émotions. Soit il les cache trop, soit c'est excessif. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions. L'idée d'analyse, et comment il pense aussi, comment il pense, parce qu'il y a beaucoup de biais de pensée, en fait, du type le catastrophisme, le tout ou rien, soit je suis nul, soit je suis exceptionnel. Donc, du coup, ça crée beaucoup de fluctuations. Ou alors, la lecture dans l'avenir aussi est très importante dans la dépression, c'est-à-dire que la personne, elle croit savoir ce qui va arriver dans le futur. Effectivement, elle n'en sait rien, en fait. Donc ça aussi, c'est un problème au niveau cognitif. On peut travailler sur les biais de pensée, sur les croyances. C'est important de travailler au niveau cognitif. Au niveau comportemental aussi, parce qu'on a vu que l'évitement, l'isolement posait problème. Donc bien sûr que là, je pensais aussi que le dépressif, effectivement, il devient totalement inactif au bout d'un moment. Et en plus, il s'isole. Donc une solution très simple, ça pourrait être de se forcer, parce qu'effectivement, comme il y a une perte d'intérêt, elle n'ose pas, souvent, elle ne veut pas y aller parce qu'elle ne prend pas de plaisir. Mais il faut un peu la forcer là-dessus, c'est important. Il y a des thérapies, justement, qui traitent, qui vont faire un planning de la journée, et on va dire à la personne, est-ce que ça t'a aimé, ça, comment tu l'as vécu? Comme ça, voilà, la personne, elle va vraiment comprendre ce qui l'aide et ce qui l'aide moins. Et vraiment, par exemple, une activité sportive, je pense que c'est l'idéal dans les conseils, parce qu'à la fois, on va sortir cette énergie, voilà, qu'elle vient de sortir, qui est bloquée en fait, et en plus, on crée du lien social. Donc pour moi, une activité sportive, c'est vraiment top. Voilà, donc ça c'était au niveau modéré. Et par contre, effectivement, au niveau sévère, donc ça, ça veut dire qu'il y avait une profonde tristesse, il n'y a quasiment pas d'énergie, une souffrance terrible, et aussi des idées suicidaires, justement, ça c'est le niveau sévère. Donc là, effectivement, il vaut mieux passer au traitement médicamenteux
pour la personne, justement, parce qu'elle a des idées suicidaires et effectivement, on ne sait jamais ce qui peut pas se passer. Surtout si elle pense déjà à un plan et tout, c'est que vraiment, elle est trop en souffrance, il y a un cercle vicieux qui est allé trop loin. Euh, et même pour la thérapie, parce que voilà, le traitement médicamenteux ne suffira pas de toute façon, parce qu'il faut aussi travailler de manière cognitive, enfin, etc., de faire une psychothérapie profonde parce que effectivement les médicaments ça va surtout gérer les symptômes et pas la cause, on va pas travailler sur la cause, donc travailler aussi sur une psychothérapie profonde pour la personne, parce que du coup, et pour le thérapeute aussi, parce que pour le thérapeute, c'est pas évident non plus d'avoir quelqu'un qui est trop en souffrance. Effectivement, ça va être difficile d'avancer en psychothérapie. Voilà. D'accord, intéressant. Merci, merci Mathieu pour cette réponse complète aussi sur donc qui consulter si je pense être en dépression. Alors, on va regarder maintenant, on va passer à la seconde Ah, partie. excusez-moi, oui. Juste, oui, psychiatre, du coup, si on a besoin, si la souffrance est trop dure, effectivement, ça va être les médicaments. Donc là, c'est un psychiatre qu'il faut aller voir, ou à la limite le médecin traitant avant. Voilà, parce qu'effectivement, donc le psychiatre, on le rappelle, c'est un médecin. Voilà, donc du Voilà. coup, c'est lui qui peut prescrire les médicaments. Merci, merci Mathieu. Alors, on va regarder la seconde partie, donc les questions, et on commencera. Soit, je peux vous laisser choisir qui fait, ou alors on fait à tour de rôle. Alors, on va commencer avec Sidik qui nous dit, est-ce que la dépression, elle est liée au désalignement? Alors, est-ce que l'un de vous a envie de répondre directement ou je choisis au hasard? Je peux répondre si vous voulez, oui. Je Allez, pense dis-le. que pour moi, la dépression, et on peut échanger bien sûr, hein, est vraiment liée au désalignement entre son sens de vie, qui on est, son identité, la connaissance de soi et l'environnement social dans lequel on ne trouve plus sa place, quoi. Donc, il y a vraiment un désalignement peut-être interne, hein, entre soi et sa quête de sens, et entre soi et l'environnement externe, voire même entre soi et au niveau plus large, au niveau de ses valeurs. On peut avoir un désalignement entre les valeurs dont on a hérité de sa famille. On a bâti un nouveau système de valeurs qui ne correspond plus du tout à ce dont on a hérité. Donc, il y a un désalignement, mais on peut culpabiliser pour une raison de fidélité par rapport à ses valeurs familiales. Donc, on peut avoir une dépression qui est c'est une très bonne question, qui est liée à ce désalignement, à mon avis, tout à fait. Oui. D'accord. Merci, merci Elisabeth. Alors, on va regarder une autre question. Alors, on l'a déjà vu un peu, mais je pense que c'est important aussi de revenir. On a Valentin qui nous dit comment aider une personne dans le déni, renfermée et sur la défensive. Bénédicte, est-ce que tu souhaites répondre? Ouais, c'est très difficile. En fait, la personne ne veut pas se soigner. Il y a derrière beaucoup de choses. Ça ne vaut pas, je ne vaux pas la peine de me soigner. Il y a aussi la victimisation, c'est-à-dire que tant que je suis malade, on s'occupe de moi. Il y a tout un tas de choses. Donc, il faut essayer de faire sortir. Alors, et il y a le raisonnement cognitif qui est pas bon, hein. On a vu que c'était affecté. Donc, il faut essayer d'amener à faire parler cette personne de ce qu'elle ressent, hein, de la décaler, dire d'accord, parce que quand on porte un jugement sur quelqu'un, je pense que tu es en dépression, voilà, on a porté un jugement, et ça peut bloquer la personne. Donc, je lui dire, ok, mais dis-moi comment tu te sens, je te trouve différent, et voilà, et vraiment par le dialogue, dans la confiance et la bienveillance, sans mettre de jugement. Et puis à un moment dire, là c'est plus possible, je vois que tu as perdu 10 kilos en 3 mois, il y a un problème, on va consulter quelqu'un, que tu le veuilles ou non, je pense que tu es en danger, hein. Il y a aussi, voilà, dire, moi je crois que tu es en danger. Donc, pour toi, on va faire ça. Effectivement, parfois, il faut prendre l'initiative contre le gré de cette personne. Encore une fois, ça dépend de la relation, si elle est majeure et tout ça. Mais c'est rare que la personne, voilà, refuse à ce point-là. Et puis, à un moment, eh ben, il faut se dire que s'il y a besoin, il y a hospitalisation, hein, il y a des urgences psychiatriques, parce que si la personne risque de se faire du mal, c'est-à-dire de passer à l'acte et de se suicider, il faut plus, voilà, il faut plus attendre et dire, bah, écoute, si c'est comme ça, tu veux rien faire, on va aux urgences et puis on verra bien, hein. Mais sinon, déjà, vraiment dire, bah, je t'emmène chez le médecin et puis voilà. C'est pas agréable. La personne, on peut se dire, elle va m'en vouloir. Eh oui.
mais quelque part, elle n'est pas dans son raisonnement, encore une fois, normal. Hein. Elle a un biais, un très très gros biais, et donc il faut essayer de penser, se mettre à sa place et dire qu'est-ce qui est bon pour elle. C'est délicat. D'accord. Merci Bénédicte, c'est bien, tu as vraiment apporté une réponse. On a Mathieu, j'ai une question de Manon qui nous dit, à plus de 5 ans de dépression, la guérison est-elle encore possible? Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, oui. Moi, je suis quelqu'un de très positif et ouvert. Bien sûr que c'est possible, puisque de toute façon, déjà, effectivement, il y a un truc soit qui est réactivé par rapport au passé, donc on peut travailler dessus. Et surtout, comme je disais avant, c'est un conditionnement et un apprentissage du passé. Donc en fait, on peut réapprendre. Si on a appris quelque chose de négatif, on peut réapprendre. Et là, on est plutôt dans les thérapies cognitives et comportementales. On peut ajuster ses pensées, sa manière de penser, soit en les remettant en question, ce qu'on appelle la métacognition. C'est en gros penser, réfléchir sur ses propres pensées, mais ça demande de prendre du recul et de s'observer penser, et ou effectivement de faire aller plus dans la pleine conscience. J'observe mes pensées, mais sans chercher à les analyser, parce que plus on analyse des pensées, plus on risque de rentrer en lutte en fait, et en machine à laver, vous savez, la rumination mentale en fait. Donc bien sûr que c'est possible, avec les bonnes méthodes, tout est possible. Voilà, justement, parce que j'ai cette image globale de la psychothérapie, il y a plein de méthodes qui marchent très bien. Voilà, donc on peut aller dans les thérapies plus énergétiques, qui vont libérer les émotions. On peut aller vers le côté cognitif, ajuster ses pensées et les mettre un peu de côté, enfin en tout cas les observer, apprendre à les observer, c'est la pleine conscience. On peut travailler de manière analytique, voilà, pour donner du sens à son passé aussi. Pour moi, c'est intéressant quand même la thérapie analytique, même si des fois elle est un peu critiquée. C'est intéressant parce que ça permet de réparer le passé et de donner du sens au passé, de ce qu'on a vécu, pour peut-être donner du sens à maintenant et à ce qu'on va vivre dans le futur. Donc bien sûr, c'est largement possible. Ça peut même aller assez vite, hein, finalement, je pense, avec cette idée globale, en fait, avec un mélange de thérapie, ça peut même aller assez vite, mais il faut quand même compter plusieurs mois, hein, je pense, pour une dépression. Charlotte, je voudrais ajouter à ce que dit Mathieu, c'est que donner du sens, on en a parlé là plusieurs fois, et effectivement, ces personnes-là ont perdu le sens. Il y a le premier niveau de donner du sens, c'est sentir son corps, par le mot sentir. Hein, c'est se sentir vivant à nouveau. Le corps, il est comme mort, anesthésié, et c'est voilà, redonner du sens par le toucher, par les 5 sens, voilà. Et petit à petit, ça s'inscrit effectivement dans un ensemble de une prise en charge globale qui permet, mais à la personne en fait, dès qu'elle sent une idée pessimiste, de pouvoir se dire je vais avec l'un de mes sens faire me sentir à nouveau vivant et pouvoir petit à petit comme ça se renforcer. Voilà, il y a le premier niveau de donner du sens. D'accord, intéressant. Oui, je suis d'accord, oui. Et ouais, l'idée de pleine conscience, effectivement, c'est aussi se reconnecter à son corps. Donc, il y a l'idée de recentrer, parce qu'il y a quand même un autocentrisme dans la dépression. On est quand même tourné vers soi-même, parce qu'on s'est replié sur soi-même. Donc, effectivement, se concentrer sur son corps, c'est une super méthode pour gérer ses émotions et sortir un peu de cette rumination mentale, effectivement, parce qu'il y a un déséquilibre, en fait, dans beaucoup de troubles. Il y a un déséquilibre. La personne, elle est toujours là, que dans le mental, donc, et elle tourne en boucle comme ça, dans ses schémas répétitifs. Et effectivement, le fait d'amener cette pleine conscience du corps, voilà, ça permet aussi de gérer ses émotions et oui, effectivement, de se sentir vivant. C'est vrai que c'est important. Et bien sûr, aussi travailler sur la connaissance de soi. Moi, ça me paraît essentiel. Parce que souvent, il y a l'idée, la personne, elle se sent perdue, elle trouve pas de sens. Donc, travailler sur les valeurs, ce qui est important pour elle, la mission de vie, ce qu'elle pourrait apporter au monde qui lui correspond vraiment, et la personnalité, comment elle fonctionne, sa personnalité, et quelle activité serait pleinement adaptée à elle, en fait. Ça pourrait beaucoup l'aider aussi. Et on pourrait dire plein de conseils aussi, voilà, comme faire du sport, s'occuper de quelqu'un qui va donner un rôle important. Voilà, il y a vraiment plein de solutions, quoi. C'est vrai, c'est ça qu'il faut dire, je pense, aux gens déprimés. Il n'y a pas de fatalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de déterminisme en psychologie. C'est pas parce qu'il s'est passé ça ou qu'on est comme ça qu'on ne peut pas changer, en fait. Et pour finir, oui, on change pas pour changer, mais on change pour se révéler. Donc l'idée, c'est de se révéler, en fait. D'accord, merci Mathieu. J'ai vu, Elisabeth, une question pour toi qui rebondissait sur un de tes propos, donc c'est intéressant.
Étienne qui nous dit comment la dépression peut-elle être liée avec le traumatisme? Il me semble que c'est toi tout à l'heure, Elisabeth, qui a parlé de ça. Oui, tout à fait, parce que j'évoquais l'exemple d'un traumatisme ancien profond que la mémoire a effacé, tellement difficile à supporter que la mémoire a effacé. On pense souvent au traumatisme d'enfance où l'enfant n'a pas eu les soins qu'il souhaitait ou même a été agressé. Donc on pense à ça. Donc la mémoire a occulté complètement le traumatisme qu'il y a eu à cette époque-là. Et ce traumatisme peut ressurgir à un moment donné, pas au cours d'une relation affective, un déclencheur. Il peut y avoir un déclencheur à un moment donné qui peut être absolument bénin, mais qui fait ressurgir tout d'un coup ce trauma et qui peut donner lieu à une dépression sans que la personne sache vraiment d'où ça vient. C'est une espèce de... Et d'où cette dépression? La dépression, c'est une fracture, hein, c'est une rupture dans un équilibre, hein, donc c'est une rupture d'équilibre. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas mettre des mots dessus, et donc il faut retravailler. Et comme Bénédicte, moi je travaille aussi sur le corps, donc aussi par comment ça s'inscrit dans le corps quand on sent cette dépression, quand on sent cette rupture, quoi. Quelle est la partie du corps qui réagit? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est l'émotion? Donc effectivement, la dépression peut être liée à un ancien trauma qu'on n'a pas intégré, comme ce qu'il faut accepter et intégrer. D'accord, merci beaucoup Elisabeth d'être venue là-dessus. Alors Bénédicte, alors on va partir sur celle-ci. Andy qui nous dit ne plus vouloir côtoyer ou apprendre à connaître de nouvelles personnes à cause de déceptions du passé. Est-ce que c'est selon vous une forme de dépression? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre la dépression et se sentir dépressif ou déprimé. C'est pas la même chose. On peut être déprimé parce qu'on a des échecs ou on a été déçu. Et il y a la dépression qui est vraiment un ensemble de symptômes persistants. Hein. J'en avais cité les 3 principaux, mais sur 15 jours et 2 autres, il y a une définition assez précise pour diagnostiquer la dépression que seul un psychiatre est capable de poser d'ailleurs, voire un médecin, mais qui est quand même… voilà. Donc, le fait d'avoir effectivement eu des déceptions dans des relations, ça peut amener à une forme de pessimisme et d'isolement. Mais on n'est pas, moi ce que j'entends là, j'entends pas la vraie dépression où le corps est paralysé, où il y a… Mais par contre, c'est à prendre en compte, c'est une alerte. C'est-à-dire, attention, justement, ne pas glisser vers la dépression. Voilà. D'accord, merci. Ouais, je rajouterais, oui, effectivement. Effectivement, attention, ouais, parce que je pense que c'est quelque chose d'important à traiter, parce que je vois beaucoup de gens dans ces cas-là, et effectivement, ils s'isolent de plus en plus, et l'isolement est une cause possible de dépression. Donc, je pense que ouais, c'est important de travailler là-dessus, surtout que l'être humain est un animal social, donc il a vraiment besoin de social, et il a vraiment besoin d'être en connexion avec les autres. Donc, et en plus, dans ton message, il y a l'idée de fatalisme. Donc, il y a cette idée de fatalisme qui peut se retrouver dans la dépression. Donc, attention, c'est-à-dire que si tu te coupes de toutes tes relations, dans quel état tu vas être après? C'est ça, et ça peut possiblement faire souffrir derrière. Donc, on a besoin de relations sociales. Donc, et effectivement, certaines relations nous font tellement souffrir qu'on peut abandonner cette idée, mais on en a besoin, c'est ça le problème. On a besoin de se connecter aux autres aussi. Parce que sinon, on se replie sur soi-même. Et ça aussi, c'est une cause possible de dépression. Bien sûr. Alors Mathieu, on va terminer avec une dernière question et on clôturera aujourd'hui ce thème sur la dépression. C'est Marion qui nous demande, est-ce que c'est normal de ne plus ressentir de sentiments quand on est en dépression, même pour son partenaire? C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé cette partie-là, on en a parlé rapidement, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathieu? Oui, je vais essayer, peut-être que mes collègues pourront compléter. Oui, parce que comme je disais, une dépression, pour moi, c'est vraiment la dépression, vraiment la dépression névrotique. C'est-à-dire que la personne, vraiment, elle n'arrive pas à prendre sa place et surtout, il y a un refoulement très très fort des émotions, il y a un contrôle très fort des émotions pour se protéger quelque part. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, par exemple, moi
un jour j'ai eu une rupture très difficile et c'est vrai qu'après je me suis coupé de mes émotions, de mes sentiments. Ça me fait penser un peu à mon histoire, effectivement, Marion. Et effectivement, je ressentais beaucoup moins de sentiments derrière. Donc c'est peut-être une protection tout simplement de ton psychisme. Peut-être que tu as eu des relations difficiles, des ruptures difficiles. Du coup, ton psychisme t'a protégé. Donc c'est un mécanisme de défense en fait. Donc pour moi, c'est pas grave parce que effectivement, comme ça, tu te protèges de tes émotions. Mais on a aussi besoin des émotions pour vivre et pour avoir cette intensité dans la vie, ressentir cette intensité, ce sens dans la vie. Donc, est-ce que c'est normal? Mais oui et non. C'est normal parce que peut-être tu t'es protégé de ça, parce que la question là qu'on devrait te poser, c'est à partir de quand, depuis quand tu n'as plus d'émotion? Parce qu'effectivement, il y a peut-être un événement déclencheur. Donc en tout cas, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un contrôle émotionnel fort. Donc là, faut chercher les origines et voir si on peut pas, voilà, la pleine conscience là aussi pour aider à se reconnecter à ce corps, donc à ces émotions. D'accord. Merci, merci Mathieu pour cette réponse. Merci à tous les trois aujourd'hui d'avoir été présents pour parler de dépression. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire que ce live a été un succès au vu des réponses et des témoignages qu'on a, qui vous remercient déjà en ligne de votre présence aujourd'hui, d'avoir pu leur apporter des conseils, des recommandations, parce que bah voilà, comme on l'a vu, bah on ne sait pas toujours comment agir. C'est pas une évidence. Donc merci de nous avoir donné les clés tous les trois aujourd'hui pour faire face à cette dépression. On va terminer en faisant cette petite ronde. On va commencer par toi, Elisabeth. Si tu as un message à faire passer aujourd'hui sur la dépression ou tout simplement pour parler de ton cabinet, je vais vous laisser un petit temps chacun. Non, pour parler de la dépression, pour conclure, donc encore une fois sur les personnes qui sont dépressives, moi je dirais qu'il faut beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour. Je crois que c'est un mot qu'on n'ose pas utiliser, mais la personne est en difficulté, elle a de la souffrance, donc c'est de l'amour dont elle a besoin et de l'empathie. Moi, je travaille, je milite pour l'amour. Ouais. Donc, et quant à mon cabinet, donc c'est surtout si je peux vous aider, c'est surtout sur la quête de sens, sur retrouver du sens à la vie, et travailler sur son identité. Qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant dans ce monde? Merci beaucoup, Elisabeth. Bénédicte? Oui, alors moi, je conclus sur l'idée du tout petit pas à la fois. Voilà, donc pour vraiment ne pas bousculer, ne pas enfoncer plus la personne, et puis voilà, de tous ces petits plaisirs qu'elle ne va pas trouver plaisant au début, mais ça sera pour vous au moins en tant qu'accompagnant, et petit à petit redonner ce goût de la vie, cet élan de vie. Pour ma part, je reçois la défense en cabinet, donc sur cette base de thérapie psychocorporelle, donc dans un tout qui couvre donc beaucoup de problématiques qui sont indiquées. J'ai un site internet, Mieux vivre dans le présent. Voilà, en un seul mot. Et puis, je reçois également en visio. Voilà, et je suis à disposition pour les questions éventuelles. Merci, merci Bénédicte. Mathieu, on va finir par toi. Oui, alors deux, trois choses. Déjà, oui, j'ai fait une vidéo à un moment, je pense qu'il serait intéressant par rapport à ça, sur comment consoler un ami en souffrance. Donc ouais, c'est sur ma chaîne YouTube de l'Esprit Libéré, si ça intéresse les gens. Et ouais, je disais qu'il y avait trois phases, en fait. Déjà, effectivement, écouter cette souffrance, ne pas dire, mais non, comme on l'a dit, t'as pas de raison de... Non, t'as pas à dire ça ou à souffrir comme ça. Non, effectivement, écouter la souffrance jusqu'au bout pour que l'émotion, justement, se libère. Elle sorte, elle soit verbalisée et libérée, c'est idéal, même si la personne pleure, ça veut dire qu'elle lâche quelque chose ou qu'elle intègre quelque chose, pour moi c'est synonyme. L'idée aussi qu'on peut utiliser des métaphores, j'aime bien la métaphore voilà, du livre, c'est-à-dire oui, il y a peut-être une digestion à faire, il y a un deuil à faire, c'est-à-dire que là, voilà, ton livre il n'est pas fini, il y a une page peut-être qui se tourne, un chapitre qui se termine, mais ton histoire elle n'est pas finie, il y a encore plein de pages à écrire derrière, donc vraiment cette idée qu'il y a de l'espoir, pour changer les choses, pour changer, pour se révéler. Et la deuxième et la dernière étape, effectivement, là, ça pourrait être un travail un peu plus cognitif. Depuis quand tu penses comme ça? Est-ce que c'est vraiment utile de penser comme ça? Pourquoi tu penses ainsi? Depuis quand? Voilà, plein de questions qu'on peut se poser pour remettre en question son système rigide, de pensée rigide. Voilà, et juste pour dire voilà, que moi j'ai une méthode globale, parce que je pense que je suis passionné de psychothérapie et de développement personnel, comme j'ai dit au début, et je pense que toutes les thérapies vraiment
en leur force et aussi leurs limites. C'est pour ça que pour moi, elles se complètent très très bien. Donc voilà, j'ai aussi ce côté coach pour aller vers ce qui nous correspond et apprendre à se connaître. Et je fais partie du coup de l'initiative Première Thérapie. Donc si vous voulez me retrouver gratuitement cette semaine, voilà, je participe à l'initiative, donc tu peux en parler Charlotte. Ouais. Première Thérapie avec le code Première Thérapie. Si vous Ça mettez, marche. c'est offert la première séance. Merci Voilà. beaucoup Mathieu, merci beaucoup à tous les trois pour votre présence. Je vous laisse quitter ce live tour à tour avec la petite croix qui est au-dessus de vous. Merci encore pour votre présence à tous les trois. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Belle journée à tous les Au trois. revoir. Merci. Merci à nos trois thérapeutes pour leur présence aujourd'hui. Le live, c'était comment comprendre et accompagner une personne en dépression. J'espère qu'il a pu vous aider. On avait vraiment fait tous ces lives de la semaine de la santé mentale sur vos problématiques qui vous intéressaient. Donc, j'imagine que oui, on tombe juste, effectivement. Merci pour tous ces témoignages, propositions que vous nous avez fait. On est très riche de ça, je vous le rappelle. Mathieu en a parlé, mais je vais vous reparler. Je vous rappelle que cette semaine, on a mis en place une initiative. C'est la première thérapie gratuite avec un praticien. Pour retrouver tous les praticiens qui ont participé à cette initiative, ils sont tous disponibles via le petit lien. Le lien, il est dans la bio, donc n'hésitez pas, c'est le premier lien qui est disponible. Si vous n'arrivez pas à le trouver, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Je vous réponds, je vous envoie le lien, je vous explique tout ça avec grand plaisir. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment. Merci à tous pour votre présence. J'espère que vous serez aussi nombreux demain pour notre live. Je vous rappelle que en cette semaine de la santé mentale, on a un live par jour. Et c'est le minimum. Demain, on en a même 2 et avec un invité qui fera d'ailleurs même gagner des livres la semaine prochaine. On fera un concours. Merci à tous pour votre présence. On se retrouve demain pour un prochain live à 1h aussi encore. Merci à tous pour votre présence et merci encore pour votre soutien. Très belle journée à tous, à très vite.